les bénéfices d'une monnaie unique n'existent que si il est pertinent de former cette monnaie unique. Parce que les avantages peuvent se transformer en inconvénients. Alors, quels sont les avantages habituellement espérés? Eh bien, ce sont d'abord le fait que le taux de change a disparu. Et le taux de change a disparu veut dire que l'incertitude sur l'évolution des prix dans les échanges entre les pays membres de l'Union, eh bien, cette incertitude disparaissant, ceci est très favorable, évidemment, aux transactions internationales internes à l'Union, qui doivent se développer. Le deuxième avantage qui va avec, c'est que la concurrence doit s'accroître grâce à ce développement de ces échanges sur un espace plus large, donc sur des marchés plus grands, et on peut en espérer deux choses, c'est-à-dire une baisse des prix pour les consommateurs, du fait qu'il y ait plus de concurrence, et une meilleure rentabilité pour les producteurs, du fait que la taille du marché est plus importante pour chaque producteur. Ça, c'est donc bien les avantages. Mais il faut penser maintenant au revers de la médaille. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le change disparaît, il disparaît aussi comme moyen de politique économique pour ajuster les problèmes des économies vis-à-vis des chocs qui se produisent, évidemment, dans l'économie en général. Et donc, ça veut dire qu'il faut compenser normalement pour éviter qu'on perde au niveau d'une mauvaise gestion macroéconomique les avantages microéconomiques dont on vient de parler. Il faut le compenser par une coordination des politiques économiques. Et le gros problème de l'Europe, c'est que cette coordination n'existe pas. Et par le fait qu'elle n'existe pas, elle va nous poser de gros problèmes. Et ces gros problèmes, on les a eus dès le début, en fait, de la zone euro, sans le savoir. Pourquoi sans le savoir? Parce qu'on était porté à l'époque par une vague de croissance qui existait au niveau international et on ne faisait pas attention à ce qui se passait du fait de l'absence de cette coordination macroéconomique, c'est-à-dire les divergences entre les pays de la zone. Donc on peut en effet dire, en fonction de ce qu'on vient de dire avant, qu'il y a incomplétude de la zone euro parce que cette coordination n'existe pas. En effet, avoir une politique monétaire unique, qui est la conséquence d'une seule monnaie, coordonnée par déterminée et mise en œuvre par une banque centrale qui est commune évidemment aux pays membres, ne suffit pas pour réaliser la maîtrise des problèmes macroéconomiques qui est essentielle pour tirer les avantages. Il faut que les gouvernements acceptent, pour qu'il y ait coordination, de mettre en commun, enfin disons de partager en quelque sorte leurs instruments, qui sont les instruments du budget, qui sont les instruments de la fiscalité, pour aller dans le sens, disons, d'avantages communs à toute la zone, c'est-à-dire un niveau d'emploi au moins décent, sans parler même de plein emploi, et aussi, disons, une solidarité minimale, pour avoir des niveaux de revenus qui correspondent à une solidarité minimale. Or, l'Europe n'a pas réalisé ça parce qu'elle n'a pas mis en commun ces avantages. Quelles ont donc été les conséquences? Les conséquences, dans ce cadre-là, ça a été depuis le début de l'euro, c'est-à-dire depuis le début de la décennie 2000, ça a été une divergence entre les pays. Cette divergence entre les pays a été importante. Elle s'est manifestée, par exemple, par le fait que... alors, quels ont été les éléments de ces divergences? Les divergences de prix, d'inflation, donc de compétitivité, puisque le change étant fixé, la divergence d'inflation entraîne tout de suite des divergences de compétitivité entre les pays. Les problèmes de l'immobilier, le marché immobilier est très très important dans les économies modernes. Un seul chiffre, l'Allemagne n'a pas eu de hausse de prix immobilier pendant les 15 ans entre 1995 et 2010, c'est-à-dire au moment où on a préparé la zone euro d'abord, 1995. La France a eu des prix multipliés par 2,5 par exemple. Et puis l'endettement aussi était très différent entre les pays. Donc ces divergences-là ont fait que
l'incomplétude de l'euro, n'est-ce pas, a été essentielle. Alors pourquoi maintenant aller un peu plus loin? Aller un peu plus loin, c'est-à-dire derrière ce qui semble être des insuffisances économiques, il y a des problèmes politiques fondamentaux. Pour accepter cette coopération, cette mise en commun des instruments de la politique budgétaire, il faut avoir un point de vue qui soit un point de vue, disons, compatible sur ce qu'est un gouvernement démocratique fondamentalement. Et l'Allemagne et la France ont des points de vue complètement différents. C'est-à-dire l'Allemagne a une conception, disons, de la direction d'une économie par des règles, elle-même fondée sur une constitution fondamentale, qu'on appelle la loi fondamentale allemande, et la France a au contraire une autre conception de la démocratie, qui est la conception où l'exécutif est prépondérant, où la décision de l'État en tant qu'exécutif est essentielle, et ces différences-là ont empêché un dialogue, si vous voulez, fructueux entre, disons, les deux principales puissances de la zone euro. Donc l'euro est resté incomplet. Alors on peut s'y attendre, d'après ce qu'on vient de dire, et en effet c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'à partir de il faut bien voir que la crise de la zone euro est un rebond européen d'une crise préalable, qui est la grande crise financière commune aux pays occidentaux de 2008-2009. Le fait que l'euro est une gouvernance défaillante a entraîné qu'on a mal réagi à cette première crise, en ce sens que l'on n'a pas, disons, nettoyé les pertes des banques, les bilans bancaires rapidement, ce qui a paralysé le crédit bancaire et donc paralysé la possibilité d'une reprise économique. Et le deuxième élément, c'est qu'on n'a pas fait de relance budgétaire suffisamment importante, suffisamment osée en quelque sorte, contrairement aux Américains. La conséquence, c'est que les divergences qui avaient commencé dès le début de l'euro se sont accentuées et que ceci a buté sur la crise grecque, qui a été en quelque sorte le révélateur des divergences. À partir de la crise grecque, il y a eu des erreurs de politique économique très importantes. La première, qui résulte vraiment de cette gouvernance défaillante, qui sont structurelles par conséquent. La première, c'est que les gouvernements de la zone euro ont empêché la BCE, la Banque centrale européenne, d'éviter que la crise grecque entraîne une contagion à d'autres pays. Il y a eu une contagion à l'Italie, l'Espagne, le Portugal, etc., ce qui a entraîné une crise générale. Et deuxièmement, les pays européens se sont beaucoup trop vite engouffrés dans une austérité généralisée de manière beaucoup trop prématurée par rapport à leur situation. Donc ce défaut de gouvernance a entraîné finalement le fait que les pays de la zone euro, les gouvernements, donc c'est cet ensemble de gouvernements qui, si vous voulez, définissent la trajectoire de la politique économique, eh bien, ils ont créé une austérité généralisée beaucoup trop tôt, nettement prématurée, et cette austérité généralisée a fait basculer la zone euro dans la récession. Et basculant dans la récession, tous les problèmes financiers qui existaient ont évidemment été exacerbés au lieu d'être réduits, c'est-à-dire que les dettes publiques ont augmenté au lieu de baisser, etc. Et donc on a eu un dysfonctionnement généralisé.